À tous, je me présente Olivier Delbuchia. Je suis chef de projet aérien au Shift Project. Je ne me présente pas le Shift Project. Je suis également vice-président d'une association qui s'appelle Aérodécarbo. Et je voudrais vous parler d'un rapport qui date maintenant de 2021 qui s'appelle Pouvoir voler en 2050. Et donc je voudrais vous parler un petit peu d'aviation. Ce que je voudrais faire, c'est vous donner envie de lire ce rapport. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que je ne vais pas vous rentrer dans le détail de tout ce qui se passe. Mais l'aérien est un sujet qui nous passionne et qui a évidemment, comme vous le savez sans doute, un impact climatique important. On va commencer par dire qu'est-ce que c'est qu'un avion. D'après vous, qu'est-ce que c'est qu'un avion? À quoi ça sert un avion? Est-ce que quelqu'un a une idée? Si par exemple vous étiez un homme d'affaires et que l'avion n'existait pas, comment vous formuleriez le besoin de dire il me faut un avion? En fait, un avion, si quelqu'un a une idée, qui n'hésite pas, un avion c'est un objet qui nous sert à aller très loin, très vite. C'est à ça que ça sert les avions. Alors après, pour les passionnés comme nous d'aérien, c'est un objet merveilleux qui permet de s'envoler, c'est vrai. Mais dans le business, le monde du business, et dans l'utilité que nous en avons, c'est un objet qui nous sert à aller très loin, très vite. Et pour aller très loin, très vite, donc si vous arrivez, vous êtes homme d'affaires, que vous avez une équipe d'ingénieurs, nous on est des ingénieurs plutôt, et voilà, moi j'ai besoin d'aller très loin, très vite, les ingénieurs vont plancher, et quelle est la conclusion à laquelle ils vont arriver? Et ok, je ne sais pas ce qu'on va sortir comme machine, mais pour aller très loin, très vite, il nous faut beaucoup d'énergie. Donc l'avion c'est magique, ça fait rêver, ça nous fait rêver, mais ça demande beaucoup d'énergie. À l'époque, avant le 19e siècle, l'énergie c'est pas un truc qui est nouveau. L'énergie c'est un truc qu'on qualifie, alors il y a plusieurs façons de définir l'énergie. L'énergie, la façon dont on pourrait la définir, voilà, la façon dont on pourrait la définir, vous aurez plein de choses intéressantes dans le plan de transformation. C'est la capacité l'énergie donne une capacité à transformer notre environnement, à transformer la matière, à la chauffer, à la déplacer, à la tordre, à la découper. C'est ça l'énergie. Avant le 19e siècle, l'énergie que nous avions, c'était l'énergie de notre corps et l'énergie des bêtes. Donc avec l'énergie solaire, il y avait des plantes, on mange des plantes, on mange de la nourriture, et avec la force de nos bras et de nos jambes, on faisait des transformations, l'agriculture, etc. À partir du 19e siècle, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé, c'est qu'on a découvert l'énergie fossile, charbon-pétrole. Charbon-pétrole, pourquoi est-ce qu'on est aussi addict que ça aujourd'hui au charbon et au pétrole? C'est parce que c'est magique. C'est parce qu'en très peu de volume et en très peu de masse, on a une quantité d'énergie disponible et pilotable absolument phénoménale. Et la naissance de l'aviation, c'est ça. C'est à la fois le besoin d'aller vite, loin, de voler, et à la fois la capacité à capter cette énergie et la mettre au service de ces machines. C'est grâce à ça que l'avion a pu naître. Et donc les ingénieurs ils prennent la science qui est disponible, ils l'assemblent, et Clément Ader et bien d'autres ont réussi à faire ça, à faire voler ces avions. Donc à partir du moment où il faut beaucoup d'énergie, et à partir du moment où l'énergie disponible pour faire voler les avions est fossile, on arrive dans le sujet du réchauffement climatique. Évidemment, les avions qui volent, étant donné qu'il faut beaucoup d'énergie, émettent une certaine quantité de gaz à effet de serre. Alors, le sujet ayant monté, et le secteur aérien, le transport aérien étant fortement dépendant des énergies fossiles, même plus que fortement dépendant, complètement dépendant. Donc le secteur aérien s'est retrouvé assez rapidement dans la tempête. Il y a eu le flyscam, il y a toujours d'ailleurs le flyscam, et le débat sur l'aérien a tendance, en tout cas c'est nous ce qu'on trouve chez Aérodécarbo et au Shift, a tendance à transformer en une sorte de débat moral. Est-ce que c'est bien ou pas bien de prendre l'avion? Est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc ça nous a un peu embêtés, donc c'est pour ça qu'on a fait ce rapport, on a voulu un peu creuser, on dit, c'est pas une question de moralité, nous on adore les avions. C'est pas une question de moralité, mais qu'est-ce que ça veut dire que de prendre l'avion? Donc le secteur aussi aérien. Le secteur aérien est un des premiers secteurs d'ailleurs qui a pris position dans les années début des années 2000. Il a dit ok, on a compris le problème,
Donc on va faire un plan, on se positionne en tant que secteur, et il n'y en a pas beaucoup des secteurs industriels qui se positionnent de cette façon. On prend l'engagement de réduire en 2020, à l'époque, par 2 les émissions du secteur par rapport aux années 95. Et c'était ça l'engagement. Il y a eu plein de choses, il y a eu plein de rapports, etc. Et aujourd'hui, vous savez quel est l'engagement, est-ce que vous connaissez l'engagement du secteur aérien? Donc il a bien compris, le secteur aérien, qu'il y a un problème, donc il a dit on va faire mieux que ça. On va faire net zéro 2050. Donc aujourd'hui, le secteur aérien, les entreprises, les compagnies aériennes, les constructeurs, ont pris l'engagement, qui est un engagement, s'ils ne le tiennent pas, ils ne vont pas payer de pénalité particulière, hein, mais ils ont pris un engagement sectoriel d'atteindre le net zéro 2050. C'est-à-dire que, selon le secteur aérien, en 2050, les avions voleront avec 0 émission. Qu'est-ce que vous pensez de cet objectif? Est-ce que cet objectif, selon vous, si tant est qu'il est atteint, dedans il y a de la compensation carbone? Je ne vais pas rentrer dans le sujet de la compensation carbone, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, on pourrait en parler. Mais qu'est-ce que vous pensez de cet objectif? Nous, cet objectif, il nous pose 2 problèmes. Un problème, déjà, il est très ambitieux, mais pas de problème. Les ingénieurs, on les connaît, ils vont y arriver. Admettons. Mais quel est l'autre problème principal, selon vous? Le problème principal que nous relevons, c'est que la température que nous aurons en 2050 ne dépend pas du niveau d'émission que nous aurons en 2050, mais dépend des émissions que nous aurons émises entre maintenant, hier, avant-hier, depuis le début de l'ère industrielle, et 2050. Donc nous avons un problème de baignoire qui se remplit. Donc si vous remplissez une baignoire et qu'il ne faut absolument pas qu'elle déborde, et que vous demandez à la personne, s'il te plaît, fais attention à ce que ma baignoire ne déborde pas, je dois m'absenter 10 minutes, et qu'elle vous répond, pas de problème, dans 10 minutes je coupe le robinet, et bien vous ne savez pas si la baignoire elle va déborder ou pas. Donc, la problématique que nous avons, et pourquoi nous avons cette problématique, nous avons une problématique de baignoire parce que le CO2, donc nous ne parlons que du CO2, le CO2 que nous émettons reste dans l'atmosphère. Donc le réchauffement climatique, c'est une couverture que nous avons au-dessus de nous, exactement de l'effet de serre, c'est exactement la même chose que quand vous êtes dans votre lit. Vous êtes dans votre lit, pourquoi est-ce que vous avez chaud quand vous avez votre couette? Là, votre couette, vous n'avez pas mis, vous ne l'avez pas branchée, alors il y a des couettes qui se branchent, mais disons que vous avez une couette normale, passive, vous avez chaud parce que c'est votre propre chaleur qui vous est renvoyée par votre couette. D'accord? La couche de CO2 que nous avons au-dessus, c'est exactement la même chose. C'est une couette que nous avons et qui s'épaissit année après année chaque tonne de CO2. Donc chaque fois que vous entendez des gens de la sphère écologique, on va dire, chaque fois que vous entendez cette phrase « chaque tonne de CO2 compte », ce n'est pas une posture idéologique, c'est parce que chaque tonne de CO2 compte. Chaque tonne, chaque gramme de CO2 épaissit la couette qui nous chauffe. D'accord? Donc, la température que nous aurons en 2050 et en 2100 ne dépend, même si nous atteignons le zéro émission, compensation incluse ou pas compensation incluse, rien ne dit que nous serons dans les 2 degrés, dans les 1,5 ou dans 3. Rien ne dit. Ce sont 2 choses différentes. D'accord? Pour les plus mathématiciens d'entre vous, c'est la différence entre une courbe et son intégrale. Voilà. Peut-être ça vous parle plus. Ok. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit le problème pour le transport international en général et pour l'aviation en particulier, qui est par nature internationale, nous avons dit en fait, ce qu'il nous faut, c'est pas nous définir un niveau d'émission en 2050, mais une quantité cumulée, un budget carbone, peut-être vous connaissez ce terme, un budget carbone, c'est la métrique qu'utilise le GIEC, un budget carbone que nous sommes autorisés à émettre entre maintenant et 2050, de manière à ce que nous soyons en dessous d'une certaine probabilité, nous soyons en dessous des 2 degrés avec une certaine probabilité. D'accord? Donc ce que nous avons fait, ce budget carbone-là, le budget carbone globaux sont définis par le GIEC et permettent de définir les trajectoires 2 degrés, 1,5 degré, donc vous en avez parlé. Donc c'est
le terme budget, c'est le même budget que pour l'argent. Hein. C'est-à-dire que vous avez un certain budget, par exemple vous avez un salaire, au début du mois. Si vous dépensez tout au début, vous n'avez plus de salaire. Alors on peut emprunter de l'argent, mais là si on emprunte, en fait on emprunte des degrés. Donc, et on pourrait parler des conséquences d'emprunter des degrés, mais c'est les conséquences qu'on essaie d'éviter. Okay, donc on va imaginer un budget carbone. Donc on a imaginé un budget carbone, il n'existe pas, donc nous appelons en proposition 0, la proposition 0 du rapport Pouvoir Roller 2050, c'est que le secteur aérien et la communauté internationale définissent un budget carbone, c'est-à-dire un terrain de jeu à l'intérieur duquel, un terrain de jeu qui est cohérent avec la physique climatique, qui n'est pas cohérent avec des trajectoires business, mais qui est cohérent avec la physique, un terrain de jeu à l'intérieur duquel on va regarder ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire. Donc nous, on s'est défini un budget, c'est facile aujourd'hui, enfin c'est facile, on a pris cette hypothèse, elle peut être contestable, on pourra en discuter si vous avez des questions. En 2018, le secteur aérien, au niveau des émissions de CO2, on parle que du CO2, c'était environ 2,56% des émissions mondiales, c'était ça en 2018. Le GIEC a dit on a un budget de X gigatonnes de CO2 pour être en dessous des 2 degrés. Et bien on va dire, imaginons qu'on prenne 2,56% de ce budget-là et qu'on donne au secteur aérien. On dit, voilà les gars, vous avez le droit d'émettre tant de carbone, allez-y. On ne parle pas là-dedans de croissance, on parle de rien. On a dit, vous avez ce budget carbone. Okay, donc ensuite on a dit, ok, maintenant on va se mettre à la place du secteur, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On a un budget carbone. Pardon, on a regardé, parce qu'aujourd'hui, le secteur aérien avance des propositions technologiques pour réduire son empreinte carbone. Donc on a pris toutes les propositions technologiques qui étaient sur la table. D'accord? On a pris l'avion à hydrogène, vous en avez peut-être entendu parler. On a pris les SAF, les Sustainable Aviation Fuel, les carburants d'aviation durable, les biocarburants, les électrofuels. On a pris l'amélioration des performances énergétiques des avions. Chaque fois qu'il y a un nouvel avion qui sort, si vous êtes usager de l'avion, vous savez que la 320 Neo, par exemple, a une performance énergétique de 25% meilleure que les A320 de la génération précédente. Ça veut dire que, en gros, pour faire la même distance, vous avez besoin de 25% de moins d'énergie, et donc de 25% de moins de carburant, et donc 25% de moins d'émissions. Donc, on a fait des hypothèses. Chaque nouvelle génération d'avions continue à faire une amélioration de 25%. C'est très 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 agressif. Donc on a pris tous ces leviers-là, on les a poussés au maximum. On est allé même plus loin, on a même été mieux disant que les industriels. Okay. Il y a un autre paramètre qui est très 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 important, c'est que pour décarboner par la voie technologique l'aérien, le transport aérien, il ne suffit pas d'avoir un avion. Qu'est-ce qu'il faut d'après vous? Tout ça, oui. Il faut que cet avion vole, tout simplement. Parce que si on a un avion mais que personne ne l'achète et personne ne vole, voilà. Donc aujourd'hui, la flotte mondiale, moyenne, se renouvelle en 25 ans. Globalement, vous avez un renouvellement de la flotte en 25 ans. Donc si vous avez, par exemple, si vous prenez le programme le plus ambitieux au niveau hydrogène, qui est le programme 0E d'Airbus, pour l'instant qui est à l'état d'avant-projet, qui prévoit de sortir un avion à hydrogène en 2035, le temps qu'il fasse son œuvre, vous rajoutez 25 ans et tout ce temps-là. La question, comme vous l'avez compris, comme c'est une histoire d'émissions cumulées, la question, le problème que nous avons dans ce problème de décarbonation, c'est que le temps joue contre nous. Donc quand vous entendez pareil que chaque tonne de CO2 compte, quand vous entendez il faut décarboner maintenant, c'est qu'il faut décarboner aussi maintenant. En fait, il faut décarboner après, et il faut que, quand vous entendez 5% par an, notamment dans le PTEF, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est parce que chaque tonne de CO2 compte, et chaque tonne de CO2 maintenant compte. Les tonnes de CO2 du passé, on n'y peut rien. Mais ce qu'on peut, c'est les tonnes de CO2 de maintenant. Donc,
je ne sais plus ce que je disais. On a pris cette année en budget carbone. Donc vous voyez que si vous prenez l'avion en 2035, vous rajoutez 25 ans, et ben l'effet de la décarbonation. Donc on a pris une hypothèse encore plus ambitieuse. Donc on a fait des scénarios. Donc le scénario le plus ambitieux technologiquement s'appelle le scénario Maverick. Pour les amoureux de Top Gun, ça veut dire quelque chose. On a imaginé que le renouvellement des flottes dans le cadre d'un scénario Maverick n'était pas de 25 ans, mais était de 15 ans. Alors ne me demandez pas comment c'est possible, je ne sais pas. On a pris cette hypothèse-là. Ça voudrait dire qu'effectivement, les compagnies aériennes achètent massivement des avions, c'est-à-dire encore plus massivement que maintenant, dans un objectif de renouvellement de leur flotte, et non pas dans un objectif de croissance, ou alors les deux à la fois. Donc elles ont les financements, donc tout un tas de choses, et qu'on a la capacité de produire cette quantité d'avions absolument phénoménale. Admettons, si vous aimez le sketch de Bigard, admettons, on a pris tout ça. Et on a fait les calculs. On a fait les calculs, et on a regardé où est-ce qu'on arrivait. D'après vous, avec toutes ces hypothèses-là, bon, il y en a plein d'autres, hein, je serais très heureux de vous parler des autres hypothèses si ça vous intéresse. D'après vous, quelle croissance maximum est possible dans ce scénario-là, Maverick, pour rester dans le budget carbone que je vous ai donné? Bon, déjà, la première bonne nouvelle, c'est qu'elle est positive. 2,5%. 2,5%. Aujourd'hui, les projections, aujourd'hui on est à 4% de croissance, et les projections sont à 3,6 ces derniers mois, 2,5. Si on décale un tout petit peu les hypothèses, on fait un deuxième scénario qui s'appelle le scénario Iceman, on est dans un renouvellement à 25 ans, les projets d'Airbus ont un tout petit peu de retard, ça arrive parfois qu'il y a un peu de retard dans les programmes aéronautiques. On n'a pas autant de biocarburants et de biomasse que ce qu'on a eu, parce que là on avait carte blanche dans le scénario Maverick, toute la biomasse disponible en premier dans les avions, il n'y a pas de concurrence. Dès qu'on a un gramme, pof, on le met dans les avions. Donc là c'est un peu moins le cas, on prend que 50%, c'est déjà très optimiste. On arrive quand même à sortir tous les avions, mais avec quelques années de retard, etc. etc. D'après vous, pour entrer dans le budget carbone, moins 0,5 à partir de 2025. Donc ce que ça dit, c'est que, alors ce sont des scénarios, il y a des hypothèses, etc. Tout est compté. De trafic. Le trafic pour pouvoir entrer dans ce budget carbone. À partir de 2025. Par rapport à alors on avait fait des hypothèses, on était en plein Covid, donc ça décroissait. On avait pris l'hypothèse que le trafic revenait au niveau de 2019 en 2025. Donc cette hypothèse-là est déjà foutue, parce qu'on est déjà là en fin 2023, on est déjà revenu au niveau de trafic de 2019. Et on en est content. Ah ben on en est content, ça dépend. C'est super de prendre l'avion. Donc on est au-dessus, et donc il aurait fallu qu'à partir de là, ça décroisse pour entrer dans cette enveloppe budgétaire carbone. Alors là, après, donc nous, on fait les calculs. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a poussé tous les devis technologiques, on pourrait dire, bon ben, on augmente le budget carbone. On augmente le budget carbone. Alors on peut dire on augmente le budget carbone pour l'aérien, mais ça veut dire qu'on baisse pour quelqu'un d'autre, puisque à partir du moment où on ne transige pas sur l'enveloppe carbone globale, c'est-à-dire qu'on considère que l'objectif de 2 degrés est un objectif majeur non négociable, donc ça veut dire que l'enveloppe carbone globale, elle, on la touche pas. Donc le GIEC éventuellement peut la baisser en fonction s'il affine ses calculs, mais on la touche pas. Donc ça veut dire que si on en donne plus à l'avion, ben on en donne moins à quelqu'un d'autre. Donc c'est possible. C'est le rôle, par exemple, des gouvernements et des décisions gouvernementales à l'échelle des pays. Vous avez quelque chose qui s'appelle la SNBC, la Stratégie Nationale Bas Carbone. Et en France, dans la Stratégie Nationale Bas Carbone, il y a des décisions, en tout cas des objectifs qui sont pris, sectoriels. On va dire, ben voilà, et là on va considérer en fonction des choses qui sont importantes pour tel pays. Au niveau mondial, c'est beaucoup plus compliqué.
Or, la difficulté, c'est que l'aérien se joue du moment. Donc, là, la SNBC, la France, fait des reportings d'émissions, y compris sur son trafic aérien. Simplement, elle ne reporte que sur le trafic intérieur. Donc la France, il y a le trafic intérieur, il y a quand même tout l'outre-mer qui fait qu'il y a quand même une partie de transport, pas international, mais on va dire à l'échelle planétaire. Mais elle ne reporte que sur ces émissions intérieures. Or, les émissions internationales de l'aérien, c'est 80% des émissions globales. Donc le sujet est un sujet international. Il est tout à fait possible de quantifier tout ça. Voilà. Donc on peut augmenter l'avion. Si on augmente l'avion, ça veut dire qu'il faut diminuer autre chose. Et donc là, on rentre dans des risques d'arbitrage importants. Donc c'est comme dans un gouvernement, on donne des budgets à des ministres. Si on en donne plus à l'intérieur, on en donne moins à l'agriculture, réciproquement. C'est comme ça. Et donc, en fait, ce que disent ces courbes, ce que disent ces calculs, ce que disent ces modèles, ce ne sont pas des boules de cristal. Je vous invite à découvrir quand même ces petites boules de cristal. Ce ne sont pas des boules de cristal, mais ça montre les zones de risque en fait que nous avons. Donc, nous avons des courbes. Maverick, elle est presque elle y arrive, mais elle n'y arrive pas. Et la quantité de risque autour de la probabilité de réalisation de cette trajectoire est telle qu'on ne peut pas. Il y a beaucoup d'hydrogène dedans. Il y a pas mal d'hydrogène, oui. Il y a pas mal d'hydrogène. Il y a de l'hydrogène. On ne peut pas ignorer, on ne peut pas ignorer les possibilités que la croissance telle qu'elle est projetée aujourd'hui ne soit pas celle-là. Et donc la question que nous posons, que nous posons et que nous posons au secteur aérien, la question c'est pas faut-il croître, faut-il décroître. La question c'est ça va décroître, êtes-vous prêts? Et la réponse est non. Le problème c'est que si on n'est pas prêt à ça, si on n'a pas, tant qu'on n'a pas accepté la nature et l'ampleur du problème, on n'a pas accepté ça, tant qu'on est dans un discours de technosolutionnisme pur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur aérien dit ok, il y a un problème, mais en fait il n'y a pas de problème, puisque je vais faire un avion vert. Donc j'ai pas de problème. Donc c'est pas la peine de me parler de maîtrise du trafic, je vais faire un avion vert. Donc tant qu'on est dans ce paradigme-là, effectivement, la question, les hurluberlus comme nous, comme le Chiffre Projet, comme ils sont là, mais pourquoi vous me parlez de ça moi j'ai un problème de CO2, je vous fais un avion qui n'avait pas de CO2. Voilà. Donc tant qu'on est dans ce mode de fonctionnement-là, donc du coup, de notre point de vue, qu'on n'a pas mesuré la nature systémique réelle du problème, notamment énergétique, et l'ampleur du problème, donc on n'a pas mesuré vraiment les risques auxquels nous allons être confrontés, même nous en tant que secteur, et même pour notre propre bien en tant que secteur aérien. Donc on ne rentre pas dans cette logique, on ne rentre pas dans cette réflexion, et on continue à tabler sur l'activité, sur des trajectoires de croissance. 3,6 actuellement, ce sont les projections. La question c'est que si cette si cette projection ne se réalise pas et si on n'est pas prêt, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe comme ce qui s'est passé pour la crise Covid, la catastrophe économique. Tout simplement. Catastrophe économique, risque sur l'emploi, etc. Donc nous invitons... ce rapport-là s'appelle « Pouvoir voler en 2050 ». Donc il ne s'appelle pas « Arrêter de voler en 2050 », j'insiste, il s'appelle « Pouvoir voler en 2050 ». Donc nous invitons à poser les choses un peu en adulte en fait, regarder les faits, regarder les choses et préparer des plans B en fait, à minima préparer des plans B. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je serai très heureux. Oui, pas... Pardon? Mais il y a de quoi rester optimiste si... Mais vous avez tout à fait raison, parce qu'on nous dit souvent, un peu comme monsieur, oui, c'est la déprime, etc. Non, oui, nous avons un gros problème face à nous.
Mais plus nous l'affrontons, plus nous nous approprions ce problème, plus nous vivons avec, plus nous allons dessiner des trajectoires compatibles avec ce qui nous arrive. Il y a quelque chose, il y a un truc avec lequel on ne peut pas négocier. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit là-bas, avec le monsieur qui était là tout à l'heure, par rapport aux trajectoires. Il y a quelque chose avec lequel on ne peut pas négocier, c'est la physique. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire toutes les projections de croissance. La physique nous rend jeunes. La physique du climat. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la chose que nous allons avoir dépend de nous. Donc, et ça, on peut ne pas être content avec ça. On peut ne pas être content, mais si on l'ignore, on tape à côté. Dans vos scénarios, vous avez pris en compte les possibilités peut-être de captation du carbone. Alors, c'est une illusion aussi. Alors, dans les possibilités de captation au niveau aérien, il n'y a pas ce truc-là. En fait, ça se traduit par la compensation. En fait, la captation de carbone, ça traduit. Donc, effectivement, dans le plan pour faire net zéro en 2050, il y a la compensation. Il y a plusieurs programmes de compensation. Le programme le plus international, le plus accepté par le secteur aérien s'appelle CORSIA. C'est un programme qui est sous égide de l'OACI. Je ne sais pas si vous connaissez l'OACI. L'OACI, c'est la branche de l'aviation civile de l'ONU, donc qui fédère l'organisation de l'aviation civile au niveau de l'ONU. Et donc il y a un programme qui s'appelle CORSIA, un programme de marché de carbone. Donc les acteurs du secteur aérien ne font pas eux-mêmes de la captation, mais en achetant des crédits carbone, derrière il y a des projets qui... Il y a un vrai marché du carbone. Un vrai marché organisé. Alors, voilà, si on peut... ça représente quoi cette compensation pour atteindre l'objectif? C'est une part importante. Alors aujourd'hui, la façon dont est structuré le CORSIA, par exemple, CORSIA dit vous devez compenser, vous devez acheter en crédit carbone tout ce que vous avez émis tout ce qui est au-delà des niveaux d'émission de 2019. C'est ça le... Alors après, il y a plusieurs technologies pour compenser. Donc il y a un marché, puis après derrière, il y a des projets véritables. Donc il y a des projets de plantation d'arbres, etc. Il y a un ensemble de choses. Le problème que nous avons avec la compensation, donc il y a des projets de captation, il y a des projets il y a un ensemble de projets. Donc si on prend l'exemple de la plantation des arbres, et rappelez-vous ce qu'on s'est dit au début, quand vous allez faire un Paris-New York aller-retour, vous allez émettre à peu près, ça dépend des avions, ça dépend des conditions météo, du remplissage des avions, etc. Mais bon, disons que vous allez émettre 2 tonnes de CO2. Par personne. En moyenne. Un Paris-New York aller-retour, vous allez émettre environ 2 tonnes de CO2 par personne. Donc pour avoir les ordres de grandeur, 2 tonnes c'est la cible qu'on doit se donner en France en 2050. Donc un aller-retour à Paris-New York, vous avez déjà fermé votre budget. Aujourd'hui on est autour de 9 en moyenne en France, 9 tonnes de CO2 en moyenne par Français. Et plus on est aisé, plus on est au-dessus du 9,9, et moins on est aisé, plus on est en dessous. Donc vous travaillez à combien? À 2. À 2 c'est l'objectif. Il y a tout, oui, il y a tout. Et donc voilà, donc en moyenne on est à 9,9, donc si vous faites un aller-retour Paris-New York par an, vous avez déjà fait 2. Donc, ben bon voilà. Voilà. Oui, mais... Mais même en respirant. Alors en respirant, c'est une bonne question. Alors oui et non. Oui et non, parce que, je sais pas vous, mais moi je me nourris pas au pétrole. Enfin, indirectement je me nourris au pétrole, mais en fait on mange de la biomasse quand même. Et donc, c'est comme si on était nourri au biocarburant. Alors on n'est pas tout à fait neutre, parce qu'il y a quand même des machines qui font de l'agriculture et qui nous amènent notre nourriture jusqu'à chez nous, donc il y a quand même un impact carbone dans la nourriture. Mais sinon, la matière première c'est de la biomasse, et donc la biomasse, elle s'est construite en captant le CO2 de l'air. Donc en fait, c'est du CO2 de l'air qui s'est transformé en salade ou en bœuf, qu'on ingère, et qu'à la fin, on injecte. Donc ça fait une sorte de boucle fermée. Pourquoi est-ce qu'on a du réchauffement climatique?
C'est parce qu'on prend du carbone qui était sous terre, bien tranquillement, qui ne demandait rien à personne, du charbon, du pétrole, du gaz. Il était là, il ne demandait rien. On le prend, on le brûle et on le met dans l'atmosphère. Donc c'est ce transfert-là qui fait que la couverture s'épaissit. Et sinon,